Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Avant que vous arriviez, on a parlé à un de vos collègues députés qui demande à ce que la France fasse une résolution pour que la Russie sorte du Conseil de sécurité. Vous demandez évidemment des armes. Très concrètement, sur quoi a porté votre entretien à l'Élysée et à l'Assemblée et au Sénat ce matin? Bien sûr, tout d'abord, on a besoin des armes. Des armes, des armes, encore des armes. Parce qu'à ce moment, les meilleurs négociateurs avec Poutine, ce sont les armes. Une Ukraine armée, une Ukraine qui peut se défendre, qui peut garantir la sécurité au peuple ukrainien, mais aussi aux autres pays européens. C'est ça que le monde a besoin pour avoir en long terme une paix avec les Russes. Et c'est ça ce qu'on demande, les armes de défense, les armes qui permettent de défendre l'espace aérien surtout, parce que les Russes ont continué de frapper les Ukrainiens avec des missiles, mais aussi avec des drones iraniens. On a besoin plus de livraisons, des livraisons beaucoup plus vite, des livraisons beaucoup plus efficaces. La France peut fournir tout ça. Et il y a une nouvelle revendication, l'ONU, vous soutenez cette volonté que la France fasse pression pour que la Russie sorte du Conseil de sécurité de l'ONU? Parce que pour l'instant, la France répond qu'il n'en est pas trop question. Pour l'instant, le monde entier répond qu'il n'y en a pas trop question parce que c'est un thème un peu nouveau, mais par hasard, c'est un thème qui était en discussion depuis les années 1990, quand l'Union soviétique s'était dissolue. Mais après, la stratégie des pays occidentaux, c'était la Russie en premier. Et cette stratégie de la Russie en premier nous a empêchés de suivre les règles de l'ONU même. À ce moment, moi, je pense qu'il y a bien temps de retourner aux règles, de retourner aux bases et de réétablir le droit international qui nous dit que la Russie, en effet, n'a pas de droit d'être membre de l'ONU et bien sûr n'a pas de droit d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est tout un projet, c'est un thème qu'on commence d'aborder, qu'on commence de discuter et je suis sûre que dans quelques temps, j'espère que dans très peu de temps, on va avoir la justice quand un pays terroriste, un pays agresseur n'aura pas de droit d'avoir un droit de veto sur le Conseil de sécurité. Donc c'est ce que vous êtes venu demander. C'est ce que vous avez venu demander à Paris, mais vous étiez à Kiev encore dimanche matin et j'aimerais vous montrer cette image que nous avez marquée de votre collègue Kira Rudik. Ce sont des photos d'œufs cuits dans le four avec seulement la chaleur des bougies. L'ennemi, c'est le froid. On sait que les Russes attaquent tout ce qui est électricité. Le président Zelensky a parlé de 4,5 millions de personnes dans le froid. On en est là. Vous-même, pour faire la cuisine, dimanche matin, vous avez utilisé des bougies dans votre four? Vous savez, non, moi je suis une exception en Ukraine parce que mon bâtiment, il est très près d'un hôpital d'enfants. Donc les réseaux électriques pour cet hôpital, ils fournissent aussi l'électricité dans mon bâtiment. Donc moi je fais partie de cette exception qui a de la chance d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau, d'avoir le chauffage. Mais en effet, mes collègues qui habitent juste un quartier plus loin, ils n'ont pas d'électricité pendant 6 heures. Mes parents, ils doivent déménager dans mon appartement pour avoir du chauffage même. Donc c'est beaucoup plus difficile. Là, on voit vos images, sur vos images qu'on a vues à Kiev, qui est complètement dans le noir. Il y a un plan éventuellement d'évacuation de Kiev de 3 millions de personnes. Ça vous paraît réaliste, d'actualité? Vous allez évacuer Kiev à cause du froid et du noir, du blackout? Vous savez, on doit prendre ces paroles du maire Klitschko avec un peu de logique. Donc, ce que le maire nous a dit, c'est qu'on doit être prêt à s'évacuer si on a les moyens de s'évacuer, si on a l'argent, si on a les réseaux pour s'évacuer. Mais pourquoi est-ce qu'il donne ces paroles? Parce qu'il y a plein des habitants des groupes sociaux désavantagés, vulnérables, qui ne pourront pas jamais être évacués de Kiev. On parle des personnes plus âgées, on parle des malades dans les hôpitaux, on parle des gens, des groupes plus pauvres, vulnérables, qui pourront jamais avoir les moyens de quitter la ville. Mais donc, une chose tout de même aussi à propos de ce froid, on sait pourquoi il est fait. Pourquoi Vladimir Poutine vise ces centrales électriques? C'est pour casser le moral des Ukrainiens. Aujourd'hui, vous pensez que les Ukrainiens vont continuer à soutenir leur armée? Et notamment, vous parlez de Kiev, mais quand on voit des zones plus rurales, où là, l'électricité est encore plus importante, vous pensez qu'avec l'hiver qui arrive, les Ukrainiens auront encore à cœur de soutenir leur armée?
86% des Ukrainiens ont dit qu'on va jusqu'au bout, qu'on va, n'importe qu'il va avoir le froid, n'importe qu'il ne va pas avoir d'électricité, d'eau, on continue à nous battre. Parce que ce que les Russes font, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser comme une arme de guerre. Ils ont utilisé déjà le blé, la nourriture comme arme de guerre, le nucléaire, l'énergie. Déjà maintenant, ils frappent un peu partout, ils frappent surtout les quartiers résidentiels. Ils veulent rendre l'Ukraine invivable pour les personnes, pour les êtres humains. Donc on sait ça très bien. On sait que la chance de survivre, c'est de gagner cette guerre. Oui. Si on perd, on ne va pas avoir cette chance à survivre parce qu'on va être effacé comme une nation avec notre langue, avec notre culture, avec tout ce qui est ukrainien en Ukraine. Donc ça dira qu'on cesse d'exister comme une nation, comme un peuple, comme un pays. Une question du grand reporter Xavier de Giacomo. Et le soutien des populations occidentales, ça fait quasiment 9 mois de guerre aujourd'hui. Oui. Les populations vous soutiennent, on voit les sondages en Europe dans les populations occidentales. Est-ce qu'à un moment, vous craignez qu'il y ait une baisse de ce soutien et que les gens disent on n'a pas de gaz, nous aussi on commence à avoir froid, même si ce n'est pas du tout dans les mêmes mesures que ce qu'on peut ressentir actuellement en Ukraine et qu'il y ait une perte de soutien? Vous savez, ce que vous parlez, c'est d'une fatigue, fatigue du soutien ukrainien. Et je comprends cela très bien parce qu'on a déjà vécu ça en 2016, quand la guerre, parce que la Russie a commencé cette guerre en février après 2014. Maïdan, après la Crimée, donc après il y a déjà 8 ans, 9 ans presque. Et on a déjà vécu cette fatigue. Mais moi, j'espère vraiment qu'on a appris notre leçon, qu'on comprend que la fatigue ne mène à rien que encore à une guerre, encore à des pertes de vie, des pertes économiques, et que ça ne sert à rien. Donc on doit vraiment nous mobiliser sur une solidarité vraiment totale, pas seulement pour l'Ukraine et pour le peuple ukrainien, mais surtout pour une stabilité long terme et pour une paix long terme avec la Russie et dans le monde entier. Mais cette guerre concerne les Allemands, les Italiens, les Français, les Espagnols, à votre avis? Mais oui, absolument. Vous savez, l'Ukraine, avec nos réseaux agriculturels, nos réseaux industriels, économiques, on est liés à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Angleterre. On fournit des millions et des millions de tonnes de blé pour 400 millions de personnes dans le monde entier. Donc vraiment, si l'Ukraine est incapabilisée de maintenir ces liens mondiaux, le monde va perdre. On voit là à l'écran une photo qui a fait le tour du monde, c'était le Times. Vous avez pris les armes au tout début de la guerre et vous avez notamment dit que vous étiez prête à tirer pour tuer. Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Heureusement, je n'étais pas dans une situation où ma vie était en danger physiquement avec un autre être humain qui venait dans ma maison et aurait tiré dessus. Mais en revenant au mois de février, au mois de mars, oui, c'était une situation bien plus grave pour Kiev, pour les environs de Kiev. Et oui, j'avais des armes dans ma maison. Oui, j'étais prête à tirer. Je le ferai encore si on va voir les envahisseurs qui vont venir à notre maison. Mais j'espère et je suis sûre que l'armée ukrainienne aujourd'hui, grâce au soutien français d'ailleurs, est assez forte pour repousser les Russes dans les régions où les Russes sont toujours présents et d'avancer cette victoire dont on a vraiment besoin comme une Europe unie, une Europe démocratique. Double question, est-ce que vous avez des amis sur le front et que vous disent-ils? Et puis on prend souvent de vos nouvelles et vous nous avez souvent parlé de vos 3 enfants que vous avez mis à l'abri. Comment ils vont tous les 3? Ils vont bien, ils s'adaptent à une vie nouvelle, mais je pense qu'on va avoir des conséquences dans les années qui viennent, puisque grandir sans avoir leur mère qui habite dans la même maison qu'avec eux, ça va bien sûr donner des résultats. Claire Fournier. Vous parliez de l'économie tout à l'heure. La Russie fait tout pour mettre l'Ukraine à genoux économiquement. Il y a les centrales électriques qui sont détruites, les infrastructures ferroviaires. Il y a énormément d'habitations aussi qui sont détruites, qui ne seront peut-être pas reconstructibles. Est-ce que vous pensez néanmoins que l'Ukraine pourra se reconstruire rapidement, si tant est qu'il y ait une fin à cette guerre qui ne soit pas dans trop longtemps?
Vous savez, on doit se reconstruire et c'est ça ce qui... Il y a la reconstruction short terme et une reconstruction plutôt longue durée. Donc en effet, à Paris, le 12 et le 13 décembre, il y aura 2 événements, 2 grandes conférences qui vont faire face exactement à ces sujets-là, la reconstruction de l'Ukraine. Et quand on parle de reconstruction, ce qu'on veut dire à nos partenaires en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est qu'on on offre un partenariat, un partnership pour reconstruire l'Ukraine. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets pour l'investissement qui peuvent donner des retours assez vite. Les entreprises françaises se mobilisent pour être présentes au moment de la reconstruction. Oui, je pense qu'on va voir les entreprises françaises pendant le 12 et le 13 décembre ici à Paris qui vont se collecter, s'unir pour voir comment l'Ukraine peut être reconstruite. Mais le principal ici, c'est que ce n'est pas aux Français ou aux autres pays de reconstruire l'Ukraine. Ce n'est même pas aux Ukrainiens de payer pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est aux Russes, parce que ce sont les Russes qui ont vous demandez, intéressant. Justement, à propos de paix, il y a la question de savoir est-ce que Poutine ira ou pas à Bali, mais surtout, vous dites, comme votre président, Zelensky, que Poutine est un terroriste, un psychopathe. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui le voient aujourd'hui comme un homme d'État qui pense avant tout aux intérêts de son pays, de la Russie, et surtout, comment vous allez faire pour négocier la paix? Il va bien falloir que vous négociez la paix. On peut commencer les négociations seulement quand les Russes sortent du tout le territoire d'Ukraine. Donc ça veut dire ça inclut la Crimée ou pas? Ça inclut la Crimée, bien sûr, la Crimée et le territoire ukrainien. Selon, ça veut dire qu'une fois que vous l'aurez éventuellement fait reculer de Kherson, vous pourriez également essayer de les chasser de Crimée? Absolument, parce que, encore une fois, c'est le territoire ukrainien. Ça veut dire que la paix n'est pas prête de commencer. Les négociations de paix ne sont pas prêtes de commencer. La Crimée, c'est la raison dont la guerre est commencée en 2014. Voilà. Donc, si on ne fixe pas ces problèmes qui ont commencé cette guerre depuis 2014, on va avoir ce grand, long problème qui va continuer. Donc, on a besoin vraiment de revenir à la base, c'est-à-dire à reprendre la Crimée et la réintroduire dans l'espace ukrainien. Vous ciblez Total Énergie. Qu'est-ce que vous reprochez à cette entreprise française? Vous savez, ils ne devront pas être en Russie, ils ne devront pas faire du business en Russie. Et ce n'est pas juste Total, c'est toutes les entreprises qui continuent de faire business as usual. C'est votre tweet, là, on le voit là. Voilà. Donc, acceptation des crimes de guerre. Total Énergie doit assumer la responsabilité d'un commerce du sang. Fournir du carburant pour les avions de chasse russes n'est pas acceptable. Tuer des Ukrainiens n'est pas acceptable. Je dois quand même préciser que Total Énergie nie catégoriquement avoir fourni du carburant. Ils disent que c'est faux. Et il y a une plainte qui a été déposée mi-octobre à Paris contre Total Énergie pour complicité de crimes de guerre. Mais vous en voulez à Total aujourd'hui? Voilà, j'aimerais que les entreprises françaises, Allemagne, n'importe de quel pays arrêtent de faire du business en Russie, arrêtent de fournir de l'argent qui pourrait aller aux impôts russes, qui pourrait payer pour les balles qui tuent les Ukrainiens. C'est tout ce que je veux. Très rapidement, moi j'ai un mot par rapport aussi à l'actualité. Aujourd'hui, on vote aux États-Unis. Si il y a une victoire du camp républicain, est-ce que ça vous inquiète par rapport à l'idée que beaucoup de leaders républicains ont dit pas de chèque en blanc pour l'Ukraine? Est-ce que ça vous inquiète en sachant que c'est le premier donateur envers l'Ukraine? J'espère que les États-Unis vont continuer d'être le premier donateur pour l'Ukraine, puisque la diplomatie ukrainienne a quand même fait le travail et on a travaillé tout le temps avec les deux partis. Donc avec les républicains, avec les démocrates. Donc on va voir. Les élections, c'est toujours les élections. Oui. Je veux dire franchement que pendant les élections présidentielles ici en France, qui étaient en mois de mars, c'était aussi un peu difficile de mener des discussions, surtout des discussions publiques, parce que les politiciens, ils devaient balancer pour avoir les votes. C'est les élections quand même, c'est de la politique quand même. Donc je ne dirais pas que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit des États-Unis, c'est déjà un fait complet. Merci beaucoup en tout cas.